prenons le temps de reconnaître que les terres où le Centre Femmes Catherine Leblond mène ses activités et où nous grandissons font partie des territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Ces terres qui nourrissent nos consciences, tout en nous permettant d'avancer collectivement vers l'élimination du sexisme, ont été la proie de trop d'injustices et d'iniquités envers la communauté autochtone. Bien que cette reconnaissance territoriale ne soit qu'une étape, elle est prononcée aujourd'hui dans une volonté de cultiver des relations respectueuses et bienveillantes avec la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Les sujets abordés dans cette émission sont sensibles et peuvent susciter des émotions. Si vous avez besoin d'aide, faites le 811, option 2. La maltraitance envers les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité est une problématique sociale grave, souvent cachée, se produisant souvent dans des relations de confiance familiales ou institutionnelles. Elle peut prendre des formes multiples, physiques, financières, psychologiques ou de négligence, provoquant de la détresse et une atteinte à la dignité. Dans cette émission, vous entendrez parler des facteurs encourageant le dévoilement et des raisons qui peuvent freiner des personnes à porter plainte. De plus, des exemples de situations concrètes vous seront exposés, ainsi que des conseils pratiques pour agir avec bienveillance si vous êtes confronté à ce genre de situation. Ah, allô? La belle visite. Allô, maman. Allô? Je t'attends! J'arrive! Votre père a toujours été bien particulier avec son thé, hein? Tu les invités à rentrer ou alors s'ils vont rester plantés là, comme des étrangers avec le manteau? Le vieux a l'air de bonne humeur, comme d'habitude. Moi, j'ai dit à maman qu'on pouvait pas rester, là. J'en ai jusque-là. Ah ben tiens. C'est un record pour toi, ça? Ben, j'essaie de battre là-dessus. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux. Hey, maman, pourquoi t'acceptes encore qu'il te parle comme ça? T'aurais dû le quitter il y a longtemps. Mais plus forte que ça, hein, maman? Vous êtes sûr que vous pouvez pas rester? Je pourrais vous faire à manger. Ils veulent partir, là, qu'ils partent d'abord. Des bons à rien tous les trois. Oh! Je m'excuse. Non, ça... Oh! Je suis désolée. Qu'est-ce que t'as dans la tête, là? Vraiment. Tu l'as rempli jusqu'au bord. Bon, on était juste passé dire un petit bonjour, le moment, là, on doit y aller. Attendez pas trop longtemps avant de revenir, hein? Vous venez jamais? Ah oui, mais on a nos vies, hein, c'est comme ça. C'est agréable, ça. Je te ferai un verre. Ah oui. Dans la vidéo La Visite, on voit un jugement et des critiques envers la conjointe qui reçoit des propos maltraitants. En fait, les enfants vont manifester leur désaccord au fait qu'elle soit restée dans son couple. Dans ce contexte-là, on va contribuer à l'isolement de la personne, puis on évite aussi de permettre à la proche aidante de se sentir soutenue. Fait qu'on contribue vraiment à son isolement. D'autant plus qu'elle doit assurer un rôle de proche aidante auprès de sa personne qui est maltraitante. Dans la maltraitance, on voit aussi souvent une banalisation des enjeux. Par exemple, dans la vidéo La Visite, on voit un couple de longue date qui vit dans une dynamique de violence depuis très longtemps. Plus ça fait longtemps que c'est installé, moins on peut avoir l'attente qu'on change ça comme ça du jour au lendemain. La vulnérabilité ou la dépendance aux soins de la personne qui est maltraitante va souvent devenir un frein supplémentaire pour la proche aidante pour réussir à quitter. Donc, elle se sent un devoir là, de ne pas laisser dans une condition vulnérable ou dégradante sa personne, fait qu'elle a encore plus de difficultés à quitter. Il y a aussi les enjeux de confidentialité qui sont multipliés quand on se retrouve dans une région rurale,
Mais c'est vrai partout, les enjeux de la confidentialité, c'est souvent au cœur de la crainte de dénoncer ou de quitter. Il y a aussi les enjeux de préserver la dignité, la loyauté envers son proche. Si je mentionne à quelqu'un que mon proche n'est plus en mesure de s'occuper de lui tout seul, ben je peux faire une atteinte à sa dignité, fait que ça va être difficile pour moi. Si la personne ne veut pas qu'on parle de ses difficultés, ben je deviens prise dans un devoir de loyauté envers elle. Je m'appelle France Dorion, je suis intervenante au Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Nous, on offre des services pour soutenir les proches aidants. Notre objectif est d'alléger leur quotidien. Dans les services qu'on offre, il y a des choses qui peuvent faciliter le travail des aînés parce qu'il y a de l'espace pour avoir des rencontres en individuel, il y a des espaces pour des rencontres dans des groupes de soutien. Il y a aussi des services comme le centre de jour qui permet de donner un répit au proche aidant pendant que son aîné va passer une journée où il passe du bon temps, où il s'amuse, puis quand il revient à la maison, il est fatigué, mais il est content. Quand on est témoin de situations de maltraitance ou de violence, c'est important de garder en tête que la personne qui subit peut être plus vulnérable, peut avoir une moins bonne confiance en elle, peut être beaucoup dans le doute. Fait que c'est important de se mettre dans une posture où on est à l'écoute, de pas être dans je donne des directives puis je la dirige complètement. Un petit conseil pratique pour permettre à quelqu'un peut-être de se dévoiler davantage ou d'aller chercher de l'aide, c'est d'être à l'écoute, de lui montrer notre ouverture, ne pas être dans le jugement. Ça peut être à partir de ce que elle ressent. Comment tu vas? Est-ce que tu penses que je pourrais t'aider? Puis on peut pas sauter aux conclusions. Des fois, il y a des contextes où on peut percevoir que c'est de la violence ou de la maltraitance. Puis peut-être qu'il y a des éléments derrière qui viendraient donner une raison qui justifie que ça se soit passé comme ça cette fois-là, puis c'est pas nécessairement de l'abus, de la violence ou de la maltraitance. C'est important d'encourager la personne à s'affirmer. Les gens sont plus ouverts à passer à l'action si ont eux-mêmes pris conscience et nommé les éléments puis qui ont mis en place leur propre plan. C'est très difficile quand on est dans un contexte d'insécurité de n'avoir aucun contrôle sur ce qui se prépare. Fait que c'est important de les impliquer, que ça vienne d'eux autant que possible. On évite de prendre en charge aussi la situation parce que si je prends en charge la situation, j'aurai pas nécessairement l'accord de l'aîné, puis je serai pas nécessairement dans le respect de son choix. Il y a plusieurs raisons derrière les freins au dévoilement, puis c'est important de respecter le rythme de la personne par rapport à ça. Puis il y a des gens qui vont choisir de rester dans cet environnement-là, et ça fait partie du devoir de ne pas contribuer à la maltraitance en l'obligeant à sortir de là. C'est important d'éviter de démontrer de la frustration si l'aîné ne veut pas d'aide, puis respecter son choix. Elle peut prendre conscience, elle peut dévoiler, puis ça se peut que ça se déroule sur plusieurs années avant qu'il y ait un changement dans sa posture, puis c'est correct comme ça. L'important, c'est qu'elle sente qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle sente qu'elle peut avoir des oreilles autour d'elle, qu'elle peut avoir de l'appui. On évite surtout de confronter la personne qu'on soupçonne de maltraitance. D'aller directement vers la personne qui est maltraitante, ça peut mener à des représailles contre l'aîné. Puis ça, peu importe le contexte, on le voit dans la violence conjugale, on le voit dans des situations d'abus, si des enfants sont en posture d'abus envers leurs parents, puis c'est vrai dans l'inverse aussi, mais d'aller confronter la personne qui fait de la maltraitance, c'est à éviter complètement. C'est important, si la personne démontre peu d'ouverture à se confier à nous, d'essayer de voir si elle souhaiterait en parler à quelqu'un. Des fois, quand on est témoin de ça, c'est qu'on connaît les deux personnes. Ça peut nous mettre dans une posture où elle veut pas nous parler en mal d'une autre personne qu'on connaît. Ça peut la mettre dans une posture délicate. Fait que ça fait partie des stratégies de dire, est-ce que tu aimerais qu'on trouve quelqu'un qui pourrait être à l'écoute,
qui pourrait t'écouter par rapport à la situation. Ça peut être n'importe qui, un médecin, un travailleur social, un planificateur financier, une infirmière, un conseiller spirituel, peu importe, mais d'essayer d'ouvrir la porte pour que ce soit quelqu'un d'autre aussi. Puis il y a des ressources communautaires disponibles partout. C'est aussi important de proposer de chercher les services locaux pour les offrir à la personne. Elle n'est probablement pas dans une posture où faire la démarche, c'est facile. Fait que de lui proposer, de lui donner un tout inclus, là, c'est souvent une bonne stratégie pour faciliter les choses. Puis idéalement, on lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » ou « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Je m'appelle Maxime Boucher, je suis conseiller cadre, qualité, éthique et partenariat pour le CIS du Bas-Saint-Laurent. Quelle est la différence entre la maltraitance et la violence conjugale? La frontière entre les deux est parfois mince, puis j'ai pas la prétention d'être un expert pour faire tous les détails entre les deux, mais en bout de ligne, la grosse différence se situe auprès de la personne qui est présumée agresseur. La personne qui est présumée agresseur, si c'est un conjoint-conjointe, la plupart du temps, on va parler de violence conjugale. Puis si c'est un proche, un ami, un enfant, on risque de parler davantage de maltraitance dans des situations comme ça. La maltraitance, c'est un concept qui inclut de la violence, mais aussi de la négligence. Puis de la négligence, dans le fond, ce qu'on veut dire par négligence, ça veut dire des gestes qui sont omis, en fait, de ne pas faire des gestes, de ne pas nourrir, de ne pas offrir la protection nécessaire pour les personnes qui sont vulnérables. La maltraitance peut être exercée envers toute personne qui va être en situation de vulnérabilité, que ce soit une personne aînée ou une personne en situation de handicap, une personne qui est en perte d'autonomie, une personne, bref, qui vit de la dépendance puis qui a besoin de quelqu'un d'autre pour avoir des soins. Parce que la violence conjugale peut s'exercer dans un couple où est-ce qu'il n'y a pas de relation de dépendance. Oui, une relation de dépendance, mais la relation de dépendance n'est pas basée sur une vulnérabilité physique ou mentale. Il peut y avoir là, de la coercition psychologique auprès de la violence conjugale aussi. Puis, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux sont inacceptables. On ne peut pas accepter ni la violence conjugale, ni que ce soit de la maltraitance envers les aînés ou les adultes vulnérables. Dans le fond, dans la maltraitance, la notion de vulnérabilité, comme j'ai nommé, est centrale. Il y a des limites qui font en sorte que la personne ne peut pas consentir à des soins, à recevoir des services, tout ça. Puis il y a quelqu'un d'autre sur qui elle doit compter. Si cette personne-là fait des gestes de violence, tout ça, bien là, on va parler de maltraitance davantage. Pouvez-vous nommer des freins au dévoilement de la violence? Il y a plusieurs freins qui peuvent entraîner ça. Pour freiner la parole des gens, il y a la peur des représailles que ça peut entraîner. Il faut juste se rappeler que les personnes qui vivent avec des vulnérabilités particulières ou les aînés qui sont en perte d'autonomie, ils sont dépendants des individus qui sont en face d'eux. Fait que la personne, parfois, c'est la seule personne à qui on peut faire confiance. Fait que il y a comme une double notion là, qui vient impacter là-dessus. Là, on est dépendant de l'individu qui, en plus, l'individu nous maltraite. Fait que ça peut être un frein au dévoilement de tout ça. La peur de la représailles, la peur de la honte aussi, la crainte de perdre le contact avec la personne qui nous aide, mais la honte aussi de ne pas avoir nommé avant. Puis juste faire le parallèle entre, mettons, si c'est un enfant de la personne là, qui maltraite, c'est vraiment difficile là, de signaler à ce moment-là. Quels seraient les facteurs qui pourraient favoriser le dévoilement? Pour favoriser le dévoilement, la personne doit se sentir écoutée, doit se sentir crue. Puis, tu sais, pour faire le parallèle avec ce qu'on a dit au niveau de la violence conjugale, je pense que c'est les mêmes éléments qui vont être pertinents. Mais de facto, croire l'individu qui nous mentionne la situation, c'est essentiel. L'attitude aussi de la personne qui va recevoir ce signalement-là, c'est pas tout le temps des signalements qui sont faciles à recevoir, mais déjà en ayant une attitude bienveillante, en étant ouverte, en étant sans jugement, ça fait en sorte que la personne va avoir envie de dévoiler davantage. Il y a des repérages aussi qui peuvent être faits, là. Il y a des professionnels, il y a des intervenants qui sont autour de ces individus-là. Ces personnes-là, ils ont quand même la responsabilité de voir ça, puis ils sont outillés tranquillement à mieux repérer
des situations de maltraitance comme ça. La population en général, dans le fond, si c'est vrai qu'on dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, bien, ça prend toute une communauté pour soutenir les plus vulnérables aussi de nos milieux, y compris les aînés, mais aussi les adultes en situation de vulnérabilité. Il est important d'exprimer nos inquiétudes aussi quand on voit des situations comme ça, de pas l'omerta est vraiment à proscrire à ce niveau-là. Laisser la porte ouverte pour les gens pour en parler, en reparler. La première fois que les personnes vont le nommer, ça sera pas parfait peut-être comment ça va être exprimé. Ceci dit, il n'y a rien qui empêche de dire à la personne que vous pouvez réécouter, puis tout ça. Normaliser aussi les craintes. Avec empathie, c'est facile de se mettre dans la peau des individus qui vivent de la dépendance très grande auprès de d'autres personnes, puis qui subissent cette maltraitance-là. Fait qu'avec un regard de compassion, d'empathie, on est capable de comprendre pourquoi que les individus ressentent ces émotions-là. Fait que c'est de normaliser ces émotions-là, c'est important. Offrir son soutien, c'est pas une grande formation, c'est pas des grands outils qui nous permettent de juste de dire je peux t'épauler dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Fait que tout ça, c'est des facteurs qui sont importants. La prévention et la sensibilisation, ça joue un rôle clé. Il y a des formations qui sont offertes par le CIS au Bas-Saint-Laurent, puis il y a des activités de sensibilisation. Le 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Fait que si vous entendez parler de ça, peut-être rester vigilant puis apprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il y en est autour de cette situation-là. Est-ce qu'il y a des particularités dans nos milieux ruraux? Nos milieux ruraux, on a la chance d'avoir de grands espaces, mais ça crée aussi parfois de l'isolement grand pour des personnes qui peuvent plus difficilement se déplacer ou qui doivent être dépendants de quelqu'un pour pouvoir se déplacer. L'isolement géographique entraîne une particularité importante là, dans nos territoires. L'accès aux services, on a beaucoup d'organisations communautaires, puis ils sont toutes dévoués, mais eux aussi sont pris avec la distance puis la grandeur du territoire. Ça entraîne aussi une difficulté à ce niveau-là. Au niveau des CIS puis des CLSC, tout ça, c'est des territoires, ils sont grands, les distances sont grandes à parcourir. Puis quand tu es dans un village, ça peut être complexe. Ceci dit, ça peut être une force parce que nos milieux ruraux, ils peuvent se distinguer aussi par la collaboration, par la connaissance qu'on a des gens. Puis je suis persuadé là, que dans chacun de nos villages, on est capable de dire qu'on se connaît à peu près tous. Fait que parfois, je pense que ça peut même être un facteur de protection à ce niveau-là. Je l'ai nommé aussi un peu rapidement, mais le rôle essentiel des organisations du milieu, y compris les organisations communautaires, qui peuvent être les yeux puis les oreilles d'autres intervenants qui vont avoir d'autres outils au niveau juridique ou au niveau clinique. Fait que un travail de collaboration ensemble puis de cohérence fait en sorte qu'on peut protéger mieux nos personnes vulnérables. Je suis le sergent Dave Wallet de la Sûreté du Québec. Je suis basé au poste de la Sûreté à Rivière-du-Loup, mais j'ai un rôle communautaire pour l'ensemble du KRTB. Avez-vous personnellement intervenu auprès des aînés dans un contexte de violence? Oui, ça m'est arrivé, je vous dirais, plusieurs fois, parce que dans une de mes anciennes tâches, j'ai déjà été aux enquêtes. Une situation marquante pour moi, ça a été d'intervenir dans un cas de violence envers des personnes âgées dans une résidence de personnes âgées. Et puis, on a fait l'enquête et c'est allé jusqu'à la fermeture de la résidence. Les propriétaires ont perdu auprès du CI3S leur droit d'exploitation. Fait que ça a été, j'en ai fait plusieurs autres, mais celui-là a été marquant pour moi parce que c'était un gros dossier, une grosse enquête, puis on était quand même content du résultat, malgré que ça a chamboulé la vie de plusieurs résidents. On n'avait pas le choix, puis ça a été une expérience que j'ai vécue assez marquante pour la violence envers les aînés. Selon vous, est-ce que les aînés subissent des situations de violence sans se plaindre? Oui, effectivement, les personnes âgées vont avoir tendance à ne pas vouloir porter plainte parce qu'ils ont peur des répercussions négatives sur eux. Je vous donne un exemple. Des fois, des gens vont vivre dans leur résidence, ils vont avoir peur, s'ils portent plainte, d'être fortement conseillés d'être placés, si on peut prendre le terme, dans des résidences. Puis s'ils sont en résidence, des fois, ils vont avoir peur, ils vont dire, si je porte plainte, est-ce que je vais être
changer d'établissement. Et ça, tout particulièrement quand l'aide qu'ils reçoivent vient d'un membre de leur famille ou bien du personnel aidant. Là, on voit que c'est vraiment pour eux une grande difficulté de porter plainte, puis ils ont vraiment peur de porter plainte. Ça, c'est quasiment, je vous dirais, dans tous les dossiers impliquant un membre de la famille ou bien du personnel aidant. Puis, on essaie de les aider là-dessus, mais c'est difficile de porter plainte pour eux. Quelles actions faites-vous à la Sûreté du Québec pour aider ces gens? Bon, pour aider nos personnes âgées, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Aînés avisés, qui est une activité en collaboration avec la FADOC. Ça consiste à aller dans les résidences de personnes âgées, dans les clubs de l'âge d'or. On parle de fraude. Et tout ça est appuyé par des vidéos. On met un vidéo de fraude, on leur pose des questions. On met une vidéo de maltraitance, on leur pose des questions, mais aussi on leur donne des conseils. Puis on laisse nos numéros à la fin de la rencontre et on passe le message que, puis ça c'est important, que il faut qu'ils dénoncent. S'ils ne dénoncent pas, il n'y a rien de pire, ça va continuer, puis les gens vont être impunis. Donc, la situation va perdurer et souvent empirer. Fait qu'on leur dit de porter plainte, et qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils comprennent que en nous appelant, ben, ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils vont recevoir une plainte. Tout à l'heure, je vous disais que souvent, la maltraitance qu'ils vivent ou la fraude vient d'une personne proche. Donc, c'est très difficile pour eux de porter plainte parce qu'ils veulent pas avoir d'arrestation de leur enfant, de leur sœur, de leur frère, de leur personnel aidant. Fait que on leur dit que de nous appeler, c'est pas automatiquement une plainte, mais c'est plutôt des ressources qu'on va leur fournir, de l'encadrement. Et souvent, on termine certains dossiers sans plainte officielle à la police parce que la personne est toujours libre de porter plainte ou pas. Mais nous, au bout de ça, c'est ce qu'on veut, c'est que la situation arrête. Et je vous dirais qu'on a un bon résultat sur ce côté-là. Et depuis quelques années, chaque poste de police de la Sûreté du Québec a un travailleur social attitré qui travaille dans le poste de police. Fait que immédiatement, dans un dossier de personnes d'aînés, on emmène le travailleur social qui, lui, va les encadrer, les aider et trouver des ressources aux problèmes qu'ils vivent. Quels conseils pouvez-vous donner aux aînés qui vivent de la violence? Le seul conseil, puis on est tannant là-dessus, peu importe que ce soit des aînés ou toute autre personne dans la société, c'est de dénoncer, de ne pas avoir peur de dénoncer. C'est pour ça que présentement, avec l'activité Aînés avisés, on se rend sur place, on essaie d'être accessible, de se rapprocher de nos aînés pour qu'ils aient, un, pas peur de nous, deux, pas peur de nous déranger, parce que souvent, c'est des gens qui veulent pas nous déranger, et de leur enlever de la tête que en nous appelant, ben qui sont obligés de porter une plainte automatiquement. C'est pas le cas et on veut être très clair avec ça. Appelez-nous, on fait pas de miracle, mais on a beaucoup d'expérience puis on connaît les ressources et on connaît la façon d'intervenir dans la majorité des situations. Donc, c'est le conseil que je leur dis, c'est que s'ils vivent une situation qui les rend mal à l'aise ou malheureuses, n'endurez pas ça, on va être là pour vous soutenir, puis les craintes que vous avez, je vous jure qu'on va réussir à vous les enlever parce que vous serez pas votre côté dépendant, ben on va vous emmener des ressources qui va vous aider à vous sortir de cette violence-là parce que on ne doit jamais accepter une situation de violence, peu importe l'âge qu'on a. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la maltraitance envers les aînés, changer le regard. On y retrouve les facteurs de risque, de vulnérabilité, des types de maltraitance, comment agir si vous pensez qu'un aîné vit de la maltraitance, ainsi que des ressources pour vous accompagner. En conclusion, qu'importe la forme de maltraitance, physique, financière, psychologique ou de négligence, elle engendre des conséquences importantes à long terme sur la santé et le développement des personnes vulnérables. Elle résulte souvent de dynamiques complexes nécessitant une vigilance collective et une prévention accrue pour briser le cycle de la violence. Heureusement, il existe plusieurs ressources qui peuvent vous renseigner et vous accompagner si vous vivez de la violence ou soupçonnez qu'une personne est maltraitée. Le Centre d'aide aux proches aidants, 418-851-4040. La Sûreté du Québec, 310-4141.
Pour les urgences qui nécessitent une intervention immédiate, faites le 911. Info santé, info sociale, faites le 811. Le Centre Femmes Catherine Leblond, 418-851-3178. Maison d'hébergement L'Autre Toit du QRTB, 418-854-7160. SOS Violence conjugale, 1-800-363-9010. La ligne Aide maltraitance adulte aîné, 1-888-489-2287.